12 septembre 1942, le pilote de la Luftwaffe Horst Goetz était en mission pour frapper la Grande-Bretagne. Volant à plus de 40 000 pieds dans un avion allemand secret, il a pu attaquer des cibles britanniques à volonté. L'officier Emanuel Galitzine, un prince russe volant dans un Spitfire modifié, était le dernier espoir de la Grande-Bretagne pour arrêter l'envahisseur allemand. Welcome to the residence of Prince and Princess Emanuel Galitzine. This is where they lived for the last few years of their lives, and please come in. And here we have a picture of my mother, taken in the 1940s. And if we continue on down the corridor here, we'll find the prints made of my father's high fly with Horst Goetz. This is his Spitfire, and this is the Junkers. This is the palace of my great-grandfather, Oranienbaum. And if we go into this room, we got some of the Galitzine family. The ancestors, this is a Galitzine on the right, and this is Peter the Great. And as we come through, we have my father's medals here from the war. Le prince Emanuel Galitzine, membre de l'une des plus grandes maisons princières de Russie, a fui son pays natal enfant avec ses parents, ses frères et d'autres membres de la noblesse pendant la guerre civile russe. C'était une époque perfide et les membres de la famille ont eu de la chance de s'en tirer la vie sauve. It was difficult times in Russia in this period. 1917, 1918, 1919 was basically, there was a civil war going on between the White Russians and the Red Russians. They left Russia in 1919 on a British destroyer which was sent across to pick up the Dowager Empress. They didn't go on the same ship as the Dowager Empress because that was pretty well reserved for the royal family. But there was another ship which was made available for my grandparents. At the time, there were so many Russians going to Paris, and the British had been so helpful to our family and other families, my grandfather decided, I'm going to England. Pendant que le prince Galitzine s'adaptait à la vie en Angleterre, les difficultés économiques en Allemagne ont forcé un jeune Horst Goetz à quitter sa maison à Berlin. Le petit-fils de Goetz, Burkhard Tabel, se souvient du vécu de son grand-père. Nach dem Ersten Weltkrieg war in vielen deutschen Städten die Versorgungslage der Bevölkerung nicht ganz optimal. Gerade in Berlin, der großen Stadt, kam es zu großen Lebensmittelproblemen. Und die Kinder haben am meisten darunter zu leiden gehabt. Und mein Großvater hatte das Glück, dass er das Angebot der norwegischen Regierung in Anspruch nehmen konnte, dass also Kinder aus Deutschland, die unterernährt waren, in norwegische Familien geschickt worden sind, um dort eben durch Nahrung und durch positive Erlebnisse wieder auf den Damm zu kommen, wie man in Deutschland sagt. De retour en Allemagne, jeune homme, Horst Goetz entreprit ce qui allait devenir une carrière extraordinaire dans l'aviation. Il a dépensé 10 000 Reichsmarks de sa poche pour s'entraîner au pilotage. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, Goetz était prêt à rejoindre la Luftwaffe. Quelqu'un qui a interviewé Goetz au sujet de ses débuts dans l'aviation était l'auteur d'aviation, Eddie Quick. Horst Goetz was a fascinating man because he actually got his pilot's license before the war. He was called up into the Luftwaffe and he took part in flying Junkers 52 troops here and there. And suddenly somebody said, hey, you haven't got a military flying license. You're not allowed to fly. I said, that's okay, I'll go home, he said. So the commander, whoa, no, you can't do that. So they quickly sort of said, fine, we'll stamp your license to fly military aircraft. La Seconde Guerre mondiale entraînerait aussi le prince Galitzine dans le conflit. Lui et ses frères étaient impatients de se joindre à l'armée de l'air. Mais le daltonisme empêcherait les frères Nicolas et Georges de s'enrôler dans la RAF.
Après que l'Allemagne et les Soviétiques eurent divisé la Pologne entre eux, Staline se tourna vers la Finlande, dans la guerre d'hiver. C'était l'occasion pour le prince Emanuel Galitzine et ses frères de porter un coup contre les anciens ennemis de sa famille en Union soviétique. In England, there was a Finnish aid bureau was set up here in London, and both my uncle Nick and my father volunteered to be in that force to fight against the Soviets, basically, is how they looked at it. Nicolas Galitzine s'entraîna avec les Finlandais pour la guerre terrestre, tandis qu'Emmanuel avait hâte de voler pour l'armée de l'air finlandaise, qui avait choisi une croix gammée bleue comme emblème avant que le symbole ne soit associé au parti nazi. Mais avant que les deux frères n'aient pu goûter à l'action, la guerre d'hiver a pris fin. It was a 6-month war, and it was finished very quickly, and there came a peace where Finland lost a bit of territory. But my grandfather, a new Marshal Mannerheim. Grâce au lien de sa famille avec Mannerheim, commandant en chef des forces finlandaises, Emanuel Galitzine eut enfin l'occasion de gagner ses ailes. Alors que la carrière de pilote du jeune prince ne faisait que commencer, Horst Goetz a continué à gravir les échelons de la Luftwaffe en tant que pilote de bombardier. Lorsque l'Allemagne a envahi la Norvège au printemps 1940, il a reçu un ordre qu'il ne pouvait pas obéir. Goetz a été chargé de larguer une bombe près du village norvégien qu'il avait abrité pendant qu'il était enfant. Und bekam eines Tages dann eben auch, als die Deutschen eben auch in Norwegen Krieg führten, tätig waren, den Auftrag, Bodø mit seinem Geschwader zu bombardieren. Und als er nach Bodø kam, über die See flog er die Stadt an, sah er, Bodø brennt schon. Und als er sich der Stadt näherte, bemerkte er, dass auch keine Flak, also keine Fliegerabwehrfeuer mehr dort war, dass also die Stadt sich auch gar nicht mehr verteidigen konnte, flog dann über die Stadt und drehte eine Kurve zurück auf See und ließ seine Bombe dann ins Wasser fallen, also ins Meer fallen. Was eine ganz offensichtliche Befehlsverweigerung gewesen ist, die aber keinerlei Konsequenzen für ihn hatte. Also die gesamte Bordmannschaft hat dort keinen Ton weiter darüber gesagt, sodass das dann auch keine weiteren Konsequenzen für ihn hatte. À l'été 1940, Hitler avait une grande partie de l'Europe sous son contrôle et il était impatient de poursuivre l'expansion de son territoire. Pour sonder de nouvelles cibles et garder un œil vigilant sur ses frontières, une reconnaissance précise était essentielle. Le fabricant d'avions allemand Junkers a joué un rôle central dans le succès initial de l'Allemagne, ayant conçu des avions à hélice tractive comme le bombardier en piqué Stuka. Ils essayèrent alors de fournir à Hitler un avion de reconnaissance de haute altitude capable d'espionner ses ennemis tout en restant en sécurité, hors de portée des intercepteurs et des canons anti-aériens. Cherchant à tirer le meilleur parti de leurs ressources, au lieu de construire un nouvel avion de reconnaissance, Junkers a décidé de moderniser un avion existant dans leur infanterie, le Ju-86. Le pilote de la Luftwaffe, Wilhelm Kreismann, a eu l'occasion de piloter l'ancien avion de Junkers. I had a few flights with the U-86. It's probably personal. I didn't like it. The noise of the diesel engines, the smell, and we had already at that time sometimes trouble with proper functioning of the engines. Bien que le Ju-86 était obsolète au début de la Seconde Guerre mondiale, Junkers le transformait en Ju-86P, suivi du Ju-86R, un avion de reconnaissance qui pouvait voler à plus de 40 000 pieds, bien au-delà de la portée de tout avion intercepteur des Alliés à l'époque. Dans le cadre de l'ingénieuse conversion de Junkers, le Ju-86 était équipé d'une cabine pressurisée pour permettre à l'équipage de respirer dans l'air rare de la stratosphère. The Junkers 86, the cockpit was pressurized. A self-contained pressurized cockpit, which like a little, if you took the cockpit out, it looked like a mini submarine without the propeller on the back.
And what happened was that the entrance hatch into the cockpit was underneath the nose, and it was like a dustbin lid, which you unscrewed, and the pilot and navigator crawled in, and then the ground crew guy screwed them back in. No way out in an emergency. D'autres changements comprenaient une augmentation de l'envergure des ailes pour augmenter la surface des ailes et donc la portance. De plus, les canons dorsal et ventral ont été enlevés pour alléger l'avion, car sa principale défense était l'altitude. Un pilote allié qui a eu l'occasion rare de piloter l'avion Yonkers à la fin de la guerre était le pilote d'essai britannique Eric Brown. It was not a very impressive aeroplane to fly, frankly, apart from the fact that it had the pressurization and the engines to get you up to high altitude. And it was a laborious aeroplane to get up to any height at all. I would call it lumbering, would be the right word to describe how it felt in the controls. But the end thing is, it would get up to at least 35,000 feet. It would not maneuver at that speed. It was obviously built on the assumption that it would not be attacked. Confiant quant à son invulnérabilité, l'avion fut envoyé pour sa première mission au-dessus de la Grande-Bretagne. Volant à une altitude incroyable de 41 000 pieds, il n'a pas pu être atteint par les intercepteurs de la RAF. Hitler a été en mesure de cartographier les terrains d'aviation, les défenses et d'autres cibles militaires clés, alors qu'il se préparait à un assaut aérien complet. Pendant l'été 1940, Hitler préparait furtivement la conquête de la Grande-Bretagne. Son nouvel avion espion a examiné les mouvements et les faiblesses de sa cible. Volant à plus de 40 000 pieds, il a cartographié la Grande-Bretagne sans contrainte. There was a stage in World War II when we got a little worried about the German high-level reconnaissance. This was largely because they had airplanes called the Ju-86P and the 86R. And they really were out of striking distance for our fighters. And in other words, they were going across Britain with impunity and taking photographs. And we felt something had to be done about it. En réponse au Ju-86P, le ministère de l'Air a publié un cahier des charges demandant un avion chasseur de haute altitude pouvant l'abattre. On craignait aussi que les Allemands pourraient être en train de développer des bombardiers qui pouvaient voler à la même altitude incroyable. Quelques semaines après que le ministère de l'Air ait demandé un nouvel avion, le bombardement de la Grande-Bretagne n'était plus seulement une menace. Le 1er août 1940, Hitler a donné un ordre top secret à la Luftwaffe, déclenchant la bataille d'Angleterre. La campagne de bombardement allemande qui s'ensuivit laisserait bientôt les villes britanniques sous les décombres. Le prince Emanuel Galitzine, encore en Finlande et pilote dans l'armée de l'air finlandaise, a reçu des nouvelles personnelles bouleversantes sur le Blitz. My father learned in October 1940 that my grandmother had been killed by a bomb. She was on the way to work here in London, and on the way a bomber hit that double-decker bus, and all the people on the upper floor were basically killed. She wasn't killed outright. It took a few days, and apparently there were letters from my grandfather to my father saying that she died without pain. Le prince Galitzine était dans une situation compliquée. La Finlande était dans une alliance inconfortable avec les Allemands, car les Allemands avaient fourni aux Finlandais une aide militaire dans leur lutte contre les Soviétiques. La perte de sa mère a forcé le prince à choisir entre combattre les Soviétiques ou les Allemands. My father wanted to fight, and Marshal Mannerheim said, "You will have plenty to fight here if you come and join us." But he said, "I'm sorry, sir, but I'm afraid I won't be on the right side."
Pendant que le prince Galitzine s'apprêtait à partir pour la Grande-Bretagne, le ministère de l'Air poussait ses constructeurs d'avions à développer un avion pour affronter le Ju-86P. De Westland est venue une proposition pour un intercepteur à haute altitude connu sous le nom de Welkin, un aéronef capable de voler à plus de 40 000 pieds. Le Welkin n'était pas la première entreprise du Westland en vol à haute altitude. En 1933, Westland avait fourni des avions pour une expédition photographique aérienne au-dessus de l'Everest. Les concepteurs du Westland avaient au moins de l'expérience en haute altitude sur laquelle s'appuyait la conception du cockpit avancé du Welkin. From an engineering point of view, it was interesting. Very good cockpit. Mainly with high altitude aircraft, you have trouble with cockpit icing up and misting at high altitude. This never happened on the Welkin. It seemed to have what we'd call double glazing almost in the cockpit. And I never had any high altitude visibility problems with it. Mais la conception de Westland restait à l'étude sur la planche à dessin, alors que les Ju-86 continuaient à traquer l'Europe. Les avions de reconnaissance allemands ont ensuite réorienté leurs caméras vers le front est pour cartographier les champs d'aviation et les défenses de Staline en préparation de l'opération Barbarossa. À ce moment-là, le Ju-86P était une préoccupation manifeste pour le ministère de l'Air. Un prisonnier de guerre interrogé a révélé que l'avion Yonkers avait atteint une hauteur de 45 000 pieds lors d'un vol d'essai. Il y avait aussi des preuves que les Allemands testaient un viseur de bombe télescopique qui pourrait transformer l'avion en un bombardier irrépressible. Alors que la pression montait pour arrêter le Ju-86P, en février 1941, le ministère de l'Air publia les spécifications du Spitfire de haute altitude pressurisé, qui allait devenir le Spitfire Mark VI. Pendant que la RAF attendait la livraison d'un nouvel intercepteur, le prince Galitzine fut contraint de faire un long voyage sinueux pour retourner en Grande-Bretagne. Il a d'abord dû traverser l'Atlantique pour se rendre aux États-Unis. As soon as my father got onto the boat, he put on his uniform, and it was showing everybody how British he was and everything like that. And he was really waiting that in mid-ocean a British destroyer would stop the boat and he'd be able to cross over and go back to England. Of course, nothing of the sort happened. They had a perfectly simple, easy voyage all the way across to Boston, where he had to disembark, and then he went to New York, where we have a lot of relations at that time, and Romanovs, and they had big parties. Cherchant à retourner en Angleterre et à participer à l'effort de guerre le plus rapidement possible, le prince Galitzine tenta sa chance, trouver un moyen de transport à partir du Canada. Impatient avec la bureaucratie officielle, le prince choisit un chemin périlleux pour entrer en Grande-Bretagne. He decided to apply for one of the convoys who were going across in a very dangerous time, the 1940s, when all the submarines were shooting the ships and sinking them. And he volunteered as a steersman. He'd never steered a ship in his life before, but this is what he did. And he came all the way across the Atlantic successfully, obviously steered it brilliantly, and landed in Scotland and was prepared then I'm going to join the RAF now. But they didn't let him off. They thought he was a spy. Heureusement pour le prince, il a pu contacter son père, qui travaillait alors dans le département de chiffrement, et prouver son identité. Emanuel Galitzine a enfin pu réaliser son rêve de rejoindre la Royal Air Force. Alors que le prince ne faisait que commencer sa carrière dans la RAF, la machinerie militaire d'Hitler continuait à engloutir du territoire. En juin 1941, les renseignements recueillis par le Ju-86P ont porté leurs fruits lors de la conquête de l'Union soviétique par Hitler. L'opération Barbarossa s'est entamée avec les bombardiers allemands qui ont balayé le territoire soviétique
avec une cartographie de champs d'aviation ennemis. L'armée de l'air soviétique étant paralysée, la porte était ouverte pour les forces d'Hitler. Mais l'année suivante, le Ju-86P a continué à errer librement dans le ciel européen. Les concepteurs de Yonkers ont judicieusement anticipé le projet du ministère de l'Air de construire un intercepteur à haute altitude. Au début de 1942, le Ju-86P a été modifié pour devenir le 86R. The latest development of the U-86P was a U-86R, and the difference was longer wingspan, and they went up to 14,000 meters. On the R, time had passed and they had got the experience of the P to rely on, and the things that had shown up on the P were, one, they could have done with a still further increase in wingspan, and two, that they could have done with even better supercharging on the engines. Alors que les Ju-86R étaient prêts pour leur première mission au-dessus de la Grande-Bretagne, Horst Goetz et son navigateur Erich Sommer rejoignirent une unité expérimentale de reconnaissance aux commandes de l'avion. Près de 70 ans après la rencontre de Goetz et du prince Galitzine dans les airs, Emanuel Galitzine rencontrera le petit-fils du pilote de la Luftwaffe que son père a rencontré dans la plus haute bataille aérienne de la Seconde Guerre mondiale. We've been looking forward to meeting Burkhardt and maybe a bit of his family too. Beautiful. And here's his Tabe. You can see it through the door. Hello. Einen wunderschönen guten Tag. Galitzine. Can I invite you to my flat, please? It's a beautiful place. It's a very, very nice village here. Horst Goetz, photographe et cinéaste amateur passionné, apporta son appareil photo de 8 mm pour enregistrer ses expériences pendant la guerre. Ces films du Ju-86R sont quelques-unes des seules images qui existent de cet avion remarquable. Yes, one of his first color films he made. This is his headquarters? Yeah, this seems to be the building where they lived there at Beauvais. And this is him? Horst, yeah. Yeah. Oh, he's got pictures of his colleagues. Ja. Mich beeindruckte immer so die relaxte Art, wie die Kollegen meines Großvaters und er selbst dort in Liegestühlen liegen während des Krieges, mitten im Krieg, 1942. Das war ja mitten im Krieg. Und dass sie da eigentlich, das sind eher Urlaubsbilder, die man dort sieht, anstatt Bilder von Menschen, die unter Bomben oder unter anderen Dingen dort zu leiden hatten. Ja. And here's the aeroplane itself. Look, the hole. This is how they get in. Yes. Oh my goodness. Junkers 86. And this is how they're locked in. Yeah. Absolutely no way out. It's a marvelous bit of film. Pendant que Goetz aidait à tester le 86R, les anciens 86P continuaient à fournir des renseignements précieux. En mai 1942, les Ju-86P ont été déplacés à une base à Castelli, en Crète. La base devait servir de point de départ à des missions de reconnaissance photographique en Afrique du Nord. À l'époque, le renard du désert, le Feld-maréchal Rommel, était engagé dans la bataille de Gazala en Libye, aux alentours du port de Tobrouk. Des avions de reconnaissance, dont le Ju-86P, ont fourni des renseignements clés pour faciliter le triomphe de Rommel. Abattre l'avion espion aérien d'Hitler devint une priorité absolue. Et les Alliés envoyèrent 2 Spitfire dans une mission désespérée. Dans les airs de l'Égypte, en juillet 1942, les pilotes engagèrent le combat contre l'avion allemand. Mais avant qu'ils n'aient pu l'atteindre, les envahisseurs ont accéléré,
s'envolant vers le haut et hors de portée de tir. Toujours sans Spitfire de haute altitude, les deux aviateurs étaient impuissants à le suivre. À maintes reprises, le Ju-86P se sont révélés invulnérables à l'attaque. Mais Hitler pourrait-il maintenant transformer ses avions de reconnaissance en bombardiers imparables? Volant à plus de 40 000 pieds, hors de portée des chasseurs des Alliés et des canons anti-aériens, le Ju-86P était capable de fournir à Hitler un flux constant de renseignements. Mais à l'été 1942, un plan a vu le jour pour envoyer son grand frère, le Ju-86R, en mission pour opprimer l'ancien ennemi d'Hitler, la Grande-Bretagne. It was in 1942 that the Germans were fully occupied on the Russian front and they were just holding the West. You know, the German forces were up in France and there was just Great Britain there on the other side of the channel. So the Germans thought, well, we really ought to be sort of telling them that we're still over here. But they couldn't go in force because the RAF were then in great strength and they had a great defensive might, and most of the Luftwaffe was on the Eastern Front. Now the idea was that they were going to have intruder missions. Les raids individuels n'étaient pas destinés à causer une destruction à grande échelle. Le plan consistait à ligoter les précieuses ressources britanniques à un flot incessant d'attaques nuisibles. Le 24 août, s'envolant de Bouvet, en France, deux 86R ont commencé le nouvel assaut d'Hitler. Armés de bombes de 550 livres, les avions ont pénétré les airs britanniques pour attaquer Camberley et Southampton. Le commandement des avions de chasse a dépêché 15 Spitfire Mark V. Mais tout comme en Afrique du Nord, les Spitfire étaient impuissants à les arrêter. Pendant les 2 semaines et demie qui ont suivi, les bombardiers ont continué à terroriser la Grande-Bretagne. Et chaque fois, ils viennent et repartent indemnes. La pression montait pour trouver un moyen d'abattre le Ju-86. Mais le Welkin était encore à des mois de prendre son envol. De plus, le Spitfire Mark V à haute altitude, bien qu'il soit opérationnel, n'a pas réussi à se rendre à moins de 3000 des Ju-86, car il n'était pas équipé de moteurs suffisamment suralimentés. Faute d'option, le ministère de l'Air a décidé de modifier un avion existant, un Spitfire Mark IX, dépouillé de tout l'équipement nécessaire. Pourrait-il intercepter le Ju-86R? Le prince Galitzine, alors membre de l'escadrille des services spéciaux de la RAF Northolt, a été chargé de la découvrir. These are the tapes which I took with my father, and this is the one where he describes the high flight when he joined the Special Service Squadron at Northolt. SS flight was created in order to combat this high altitude flying airplanes coming over from Germany, and our fighters just couldn't get near them. So they started to prepare special airplanes, specially lightened and special paint, no armor plating or anything like that. They sent me off to Farnborough, where I used to get into decompression chambers, and they used to pull the air out of it and see how I reacted. And I used to go up above 20,000 feet without oxygen before I passed out quite regularly. And each time you do it, you got more used to it, as people do. And we were put on special foods. Had a marvelous time. I had all the chocolate in the world. And then the first airplanes arrived. Le 28 août, Horst Goetz fit un autre raid de nuances au-dessus de la Grande-Bretagne, ciblant cette fois la ville de Bristol. Ce serait une mission qu'il en viendrait à regretter. Pour les habitants de Bristol, les raids aériens étaient monnaie courante. Entre le 24 novembre 1940 et le 11 avril 1941, il y a eu 548 alertes de raids aériens et 77 attaques réelles, tuant près de 1300 personnes. Mais le 28 août, il n'y avait pas de sirène pour avertir la population de Bristol
que le bombardier d'Horst Goetz approchait. Seine Theorie war, über die Insel England zu fliegen, überall Luftalarm auszulösen, um das wirtschaftliche Leben für diese Zeit eben zum Erliegen zu bringen. Er wusste nicht, dass Churchill die Order gegeben hatte, wenn nur ein Flugzeug kommt, gibt es keinen Fliegeralarm, ihr arbeitet einfach weiter. Bristol était animé le matin, et ses habitants n'étaient pas au courant de l'envahisseur allemand solitaire. Une seule bombe de 550 livres a frappé le cœur de la ville portuaire. There was a bomb dropped on Bristol on a bus, which killed a lot of people. So was Horst involved in that? Once he told to me that after the war he was in Bristol, and there was a monument. He was thinking, could it be that I dropped this bomb? And he went back to Germany and took his flight book and looked, and he realized that he was the one who dropped this bomb on this bus. Yeah, must have been on the 28th of August. Yes. And here's a book all about it. Yeah. Bristol Blitzed. On the 28th of August 1942, Broad Weir, at 9:20 a.m. a German aircraft believed to be a Heinkel 177 flying at over 20,000 feet dropped a 500-pound bomb on Broad Weir near the corner of Philadelphia Street in Bristol, which exploded on impact, setting fire instantly to 3 loaded buses. Many of those trapped were women besides several children. It was the biggest death roll of any single incident. 48 killed, 26 seriously wounded and 30 slightly. Amazing, isn't it? And this is what Horst, unfortunately, dropped that bomb. Dass diese Bombe eben seine Bombe gewesen ist, und das war eine Sache, die ihn sehr, sehr lange beschäftigt hat und ihn auch sehr schockiert hat und er da auch sehr darunter gelitten hat, dass er eben dieses Leid verursacht hat dort unter den Zivilisten und den Menschen. Ja. It became a major priority to shoot, to be able to reach this airplane and to shoot it down. I didn't know this till much later, because the news didn't tell everybody that there were 76 people killed. Well, they may say there was a raid on Bristol and a few people were killed, they might have said. Le 12 septembre 1942, Horst Goetz décolla de sa base de Bouvet, chargé d'une autre bombe meurtrière de 550 livres. Mais cette fois, alors qu'il se préparait à traverser la Manche, une surprise l'attendait. We used to sit in our cockpit or stand very close to a readiness, because when these aeroplanes took off, the radar would see them already still over France gaining. They were scrambled because they'd seen on the radar over France these Junkers on its way across, climbing to go above Britain, where they could do what they liked, they could spy, they could drop bombs. Le prince Galitzine se précipita pour intercepter l'envahisseur allemand. Toute sa formation spéciale a finalement été mise à l'épreuve, alors qu'il poussait son Spitfire 9, modifié à la limite. Suddenly, there was my father on their tail, behind them, and even higher than they were. Erich Sommer fut le premier de l'équipage du Ju-86 à apercevoir le prince à leur trousse. Ne croyant pas ses propres yeux, il a dû convaincre Goetz de ce qu'il venait de voir. Horst Goetz was absolutely shocked to know that there was a Spitfire behind it. His gunner navigator said, Erich Sommer, he said, there's a Spitfire behind it. He said, you're joking, can't be true, this is amazing. Aber es war nicht so, er hat sich dann rübergebeugt und auch auf die rechte, also auf die Steuerbordseite der Maschine geguckt, und in der Tat, dort war eine Spitfire, die ziemlich nah kam und sich in Schussposition brachte, um eben diese deutsche Maschine vom Himmel zu holen, was meinem Großvater natürlich nicht gefallen hat. Sans armes défensives, l'équipage allemand prit des mesures d'évasion, larguant leurs bombes pour prendre de l'altitude et boostant les moteurs avec de l'oxyde nitreux. And they switched off the decompression and they went onto oxygen and they started maneuvering to get out of the sights of this Spitfire coming at them very fast. Er hat sofort reagiert, hat sofort die Flucht
aufgenommen, um wieder zurück zum Festland zu kommen, zu seinem Heimatstützpunkt. Hat sofort die Bombe fallen lassen, die zusätzliches Gewicht gebracht hat. Le Spitfire du Prince fut capable de suivre le Ju-86 en fuite. Alors que le prince Galitzine s'en rapprochait, il aligna le bombardier allemand pour un tir parfait. And my father gave them a 3-second burst, and unfortunately, after that, one of his cannons jammed. He was thrown out of the sky, as is wording for it, and he had to climb up again in order to get up and behind the Junkers again. Avec un seul canon en état de marche, l'avion du prince fut hors de contrôle chaque fois qu'il tirait. De plus, pendant une grande partie de la bataille, il se retrouvait aveuglé. Behind the Junkers, his screen got oil or whatever it is all over it so that he couldn't see. And so they had to climb out of that in order to be able to see again, to be able to shoot again. Après sa 4e passe, le prince Galitzine perdit le Ju-86 dans la brume. À court de carburant, il a mis fin au duel aérien et est retourné à la base. Horst Goetz, volant avec un moteur endommagé, se cacha à basse altitude, incertain s'il avait échappé au prince. Le pilote allemand s'est faufilé de l'autre côté de la Manche jusqu'à Caen, en France, où il a inspecté les dommages causés à son avion. Son Ju-86, toujours en état de voler, Goetz revint au quartier général à Bouvet avec une surprise pour ses commandants. Le bombardier stratosphérique d'Hitler, le Ju-86R, terrorisa la Grande-Bretagne pendant 2 semaines en 1942, dévastant la ville de Bristol. Le prince Emanuel Galitzine, volant à bord d'un Spitfire modifié, a finalement repoussé l'envahisseur allemand et envoya le pilote de la Luftwaffe Horst Goetz entrer à sa base avec un message pour Hitler. Horst Goetz landed back where he was based, and he had all the top brass come and visit him, and they saw the holes in his aircraft after this encounter. The effect was definitely that there were no longer these flights coming across, making bombs on places like Bristol and surprising people from over 40,000 feet. Le prince Galitzine rentra chez lui en héros. Bien qu'il n'ait pas pu descendre un Ju-86R, les impacts de balles dans son aile bâbord étaient un message à la hiérarchie de la Luftwaffe que le temps des voyages libres dans le ciel des Alliés était terminé. This is my father's logbook. Okay. With all sorts of interesting bits and pieces which he's stuffed into it. And here is the actual entry for that fight. September the 12th, Spitfire 9, BF-273, substratosphere interception of Junkers 86 PI, sighted EA, over Southampton at 42,000 feet. Leveled with it at 43,000, attacked and hit it. Port cannon stopped after 2-second bursts, climbed to 44,000 and dived again, 3 times, useless with 1 cannon. Eventually lost it 25 miles from Cherbourg and landed Tangmere, first interception combat above 40,000 in history of aerial warfare. 1 Junkers 86 PI damaged, first one this war. Very interesting. Isn't it amazing? And you have it here in Horst's, 12th September, 9:25. Goetz, flight number 3243, T5 and T5 PM, Goetz, Erich Sommer, destination Bristol. Les missions de reconnaissance du Ju-86P sur l'Afrique du Nord ont eu le même sort que le Ju-86R. À cette époque, Rommel se préparait à sa dernière tentative de percée à El Alamein, lors de la bataille d'Alam el-Halfa contre Montgomery. C'était une lutte cruciale qui allait marquer un tournant dans la guerre du désert. Quelques jours avant la bataille, le 24 août, les yeux de l'Allemagne dans le ciel étaient enfin aveuglés. There were some Spitfires specially prepared over Alexandria in Egypt
where they hit one reconnaissance plane over the Suez Canal and shot it down. La perte du Ju-86P interrompit le flux de renseignements photographiques de Rommel dans une bataille qu'il allait finalement perdre. Comme la menace des Ju-86 s'est dissipée à l'échelle mondiale, de retour à l'avion de Westland, le prototype construit par Wilkins pour contrer le 86P s'est envolé, avec 2 mois de retard, le 1er novembre 1942. I flew it 2 or 3 times. Not an outstanding airplane. It was disappointing. It would have been in trouble if it had been attacked by a high-altitude fighter. Now, it was supposed to be the fighter to destroy the German aircraft. As I saw it, it was in grave danger of being destroyed itself by the German high-altitude fighters. Les 75 Wilkins complets, trop tard et obsolètes au moment de leur arrivée, ne furent jamais remis à un escadron. La menace de bombardement à haute altitude n'est jamais devenue réalité, et les Spitfire, comme celui piloté par le prince Galitzine, ont prouvé leur capacité à contrer une telle attaque. De plus, il y aura bientôt d'autres avions disponibles pour se défendre contre les bombardiers de haute altitude ou les avions de reconnaissance. Les Britanniques ayant le dessus dans la stratosphère, la Luftwaffe abandonnera le 86R et P pour l'Arado 234, un avion à réaction rapide que Horst Goetz a également eu l'occasion de piloter. Die ersten Modelle hatten noch kein Fahrwerk, wie man auf diesem Bild hier sehen kann. Die Maschine wurde auf einem Schlitten gestartet, hatte unter den Jets, also unter den Maschinen, kleine Kufen und in der Mitte eine große Kufe, die für die Landung wieder war. They realized that reconnaissance could be done much more easily and even higher with jet aircraft. And the one that proved the point was the Arado 234B. Le prince Galitzine poursuivit son illustre carrière jusqu'à la fin de la guerre. Il a eu l'occasion de piloter le Spitfire Mark VII de haute altitude avec le 124e escadron. 30 ans après la plus haute bataille aérienne de la Seconde Guerre mondiale, le prince Galitzine et Horst Goetz se sont rencontrés en paix pour se souvenir de leur rencontre aérienne. Also für ihn war der erste Telefonanruf immer das, was auch immer wieder wiederholt hat. Hat sich Emanuel bei ihm per Telefon gemeldet mit Achtung, Spitfire. Und das war so der Beginn dieser Freundschaft dieser beiden Männer, die dort sich in 13 Kilometer Höhe an diesem 12. September geärgert haben, sage ich mal. My father always enjoyed a good party. He used to play the guitar and sing Russian songs, gypsy songs. Galitzine and Horst Goetz became firm friends. From day one, they just talked about, laughed, and Horst Goetz said, he said it was a great relief to see you wave to us as you flew your Spitfire away because you couldn't keep it in a straight line. There they are again. Mhm. This one I haven't seen. Maybe that was the first meeting. Bye-bye. Lovely to meet you. Wonderful. Bye-bye. Wonderful afternoon. Thank you very much indeed for introducing us to Burkhard and his family. Oh, a lot of information about my father's enemy, so to speak, and the different life that they were leading across in Beauvais at that time, and the film which you were showing us, and the photographs. It was wonderful. Für mich, ich war damals 13 Jahre alt, als eben diese Geschichte begann, wo mein Großvater Emanuel dann kennenlernte und die beiden Freunde wurden, war also der Name Galitzine immer Bestandteil unserer Familie. Wahrscheinlich genauso wie umgekehrt der Name Goetz für die Familie Galitzine. Deswegen war es für mich heute ein ganz besonderer Moment, diese Familie kennenzulernen oder die Nachfahren dieser Familie kennenzulernen und das Ganze in Freundschaft und nicht wie damals diejenigen, die das im Grunde ungewollt initiiert haben, nicht mit 2 Flugzeugen, die feindlich sind, sondern das, was meiner Meinung nach alle Menschen sein können, nämlich freundschaftlich miteinander.